5 minutes. Alors, Madame Irène Dupuis n'est pas ici. Bonsoir, Madame. Bonsoir, oui. Alors, ma question est un peu complexe. Alors, je vais peut-être avoir besoin de vous, Monsieur Zaïd. Je ferai mon possible. Mais ne me posez pas plusieurs questions pour la mettre en une. C'est D'accord. tout ce que je vous demande. D'accord. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la notion de risque, l'évaluation du risque qui a été donnée de 0,34, qui a été donnée au niveau des déversements, des incidents qui peuvent se passer sur le fleuve. Ça a un lien direct avec ce qu'on... En fait, c'était pas dans le fleuve. Sur le fleuve, mais sur le long du pipeline. C'est ça. Le nombre d'accidents le long du pipeline. Alors, je vais faire une petite introduction en disant que le projet d'Énergie Est, pour moi, c'est un petit peu comme si quelqu'un me faisait un plan de construction de maison et me proposait de passer ma ligne de mazout dans ma prise d'eau. Ça résume un peu la façon dont je vois le projet. La vallée du Saint-Laurent a une morphologie assez particulière. En fin de compte, c'est comme un creux dans lequel il y a un déversement de rivières, des affluents du Saint-Laurent. Le projet propose de traverser 828 cours d'eau de plus ou moins grande importance. On a parmi ça, sur 94 rivières de grandeur moyenne et 28 rivières de grand débit qui sont considérées comme à risque lorsqu'on les traverse. Plus large de 20 mètres. Plus large de 20 mètres, exactement. Je peux vous aider si vous m'aidez. Aidez-moi en centrant tout de suite votre question. Oui, et moi, je vais vous aider c'est important en introduction. D'accord. Alors, étant donné que les bassins versants, dans l'évaluation qu'on donne du risque au Québec de ce projet-là, me semble inapproprié. Le mot est gros, mais c'est ce que je pense. Dans le sens que lorsqu'on traverse 800 fois, on l'a vu même dans les milieux humides, ça peut se retrouver dans une rivière, comme à Kalamazoo. Lorsqu'on traverse 800 cours d'eau, c'est comme si on traversait d'une certaine façon 800 fois le fleuve. Parce que c'est des affluents, c'est des produits qui peuvent se retrouver dans le fleuve. Moi, je veux savoir, c'est à l'Office national de l'énergie que je m'adresse, si ces personnes-là, à l'Office national d'énergie, ont ce souci-là, s'ils voient de cette façon-là le problème, et si ils ont des experts actuaires qui peuvent évaluer ces risques-là en considérant ce facteur-là. Et en plus, j'ajouterais qu'il y a la marée qui complique encore le niveau de risque en rebrassant, en remontant ces fameuses rivières-là qui peuvent être remontées par le mazout à ce moment-là, ou le pétrole en tout cas. Madame, malheureusement, ce soir, nous n'avons pas fait appel à l'Office national de l'énergie. Ah, d'accord. Je peux m'adresser à TransCanada. D'accord. Adressez-vous à TransCanada. Parfait. Donc, est-ce que vous voulez reformuler votre question pour TransCanada? Ma question, c'est est-ce que vous allez évaluer votre taux de risque, non pas de façon linéaire comme on le voit, pour moi en tout cas, c'est d'une façon très linéaire d'évaluer le taux de risque, ou si vous allez plutôt l'évaluer avec cette particularité-là du Québec où finalement le fleuve se trouve à recevoir n'importe quel incident. Donc, pour moi, c'est une multiplication de risques très, 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 très importante qui doit, pour moi, être évaluée dans un processus d'évaluation de risque. C'est un point de vue. Je ferai un peu appel aux actuaires du Québec pour m'aider dans ce sens-là. Comment c'est une intuition, c'est une analyse que je fais depuis longtemps. À chaque fois que je pense au fleuve, je me dis il y a quelque chose dans l'évaluation du risque qui doit être
fait d'une façon différente de juste traverser une rivière, puis c'est tout, là. Je pense que vous faites référence au concept de bassin versant, c'est-à-dire que finalement, tout est interrelié et que selon ce que je comprends de vos propos, tout pourrait se retrouver dans le fleuve Saint-Laurent. C'est le fleuve la victime 800 fois. C'est ce que j'ai compris de votre propos. Alors, je demanderai aux promoteurs de profiter de la question pour nous présenter également, parce que j'avoue, j'ai un malaise réel que vous n'ayez pas présenté les résultats de votre simulation pour la rivière Etchemin. Madame Savarian nous a présenté ses résultats, mais vous nous avez présenté un peu l'approche méthodologique sans plus. Peut-être je vous laisse profiter de l'occasion, de cette occasion-là, de répondre à la question, au moins en glissant quelques mots des résultats que vous avez obtenus avec la simulation Etchemin. OK. Monsieur le Président, ce que je veux juste préciser, c'est que, à tort ou à raison, on avait mis ces documents-là dans l'autre présentation qui va suivre sur toute la question des plans d'urgence. Donc, cette information-là est disponible, mais il faudrait faire appel à la présentation des plans d'urgence. Alors, je vous donne les 5 minutes pour nous présenter ça. Des plans d'urgence? Parce que là, c'est pas la... D'urgence. C'est ça, c'est le prochain thème. Je suis désolé, donc peut-être qu'on peut ressortir une ou deux... Par contre, on peut montrer Outaouais, par exemple. C'est dans celle de 5 minutes, ça? C'est dans celle de 5 minutes, on a l'Outaouais. La rivière des Outaouais. D'accord, allez-y. Merci. Donc, je vais demander à M. Grenon de procéder. En mettant l'accent aussi, j'imagine, sur les bassins versants, enfin, sur les variables que vous avez considérées. Merci, Monsieur le Président. Donc, cette courte présentation est pour vous montrer les résultats d'une analyse de risque spécifique qui a été faite pour la rivière Outaouais. Et on l'a mis en comparaison avec les résultats présentés par la firme Savaria. Donc, la différence principale entre les deux études, celle réalisée par Stantec et celle réalisée par Savaria, dans l'étude de Savaria, on a utilisé un modèle théorique simpliste pour déterminer la vélocité des courants. On a assumé une vitesse de courant uniforme pour tous les cours d'eau autour de la rivière, de la région de Montréal. Ce que je vais vous demander, c'est d'éviter les qualificatifs, par contre. Parfait. Donc, dans le cas de l'étude réalisée par Stantec, nous avons utilisé un modèle hydrodynamique sophistiqué qui permet de déterminer la trajectoire du pétrole ainsi que son comportement. Donc, rapidement, en gros, la première constatation, lorsque l'on compare les résultats des deux études, c'est la différence notable dans le temps pour atteindre les prises d'eau qui sont dans la région de Montréal. Donc, dans le cas de l'étude réalisée par Stantec, on parle plutôt d'environ 9,7 heures pour atteindre la première prise d'eau, comparé à 4 heures pour l'étude de Savaria, 23 heures pour la deuxième, 34 heures pour la troisième dans le cas de l'étude de Stantec, plutôt que 7 et 12 heures pour l'étude Savaria. Pour vous montrer un peu une représentation, lorsqu'on dit que les courants, l'hydrodynamique autour de l'île de Montréal est quand même assez complexe. Ce que vous voyez ici, les différentes couleurs que vous voyez, ce sont des vitesses de courant. Et là, ici, c'est pour le débit printanier, donc la période de crue au printemps, de haut débit. Donc, ce que l'on voit ici, en rouge foncé, ce sont des vitesses à proximité de la traverse de la rivière Outaouais, des vitesses supérieures à 1,8 mètres par seconde, des vélocités de courant, alors que quand on atteint des zones plus larges, le lac des Deux-Montagnes, on tombe sous le 0,2 mètres par seconde. Donc, c'est simplement pour démontrer que la vitesse des courants est très changeante dans la région de Montréal. Et donc, les résultats que la firme Stantec a obtenus lors de la modélisation, pour vous montrer rapidement les différences avec la carte des prises d'eau de la CMM. Donc, en conditions de débit printanier, de haut débit, ce que nous obtenons, c'est un temps d'arrivée à la première prise d'eau de 9,7 heures. Pour la région de Vaudreuil-Dorion, plutôt que 6 heures dans l'étude Savaria, nous arrivons avec des résultats de 23 heures. Le secteur de Deux-Montagnes, un temps d'arrivée de 34 heures, ce qui est une différence très significative, particulièrement lorsqu'on abordera la question de la planification d'urgence et de la mise en place des interventions.
Si on regarde pour un autre exemple en période de faible débit, ce que l'on constate, c'est vraiment que les temps d'arrivée sont encore plus lents qu'en haut débit printanier. Donc, on parle d'un temps d'arrivée de 34 heures et même de 120 heures pour le secteur de Deux-Montagnes et Vaudreuil-Dorion, 88 heures. Ce qui est également notable, c'est que le secteur de Dorval, le modèle indique qu'il n'y a pas de pétrole qui atteint cette zone-là en période de débit estival. Donc, en terminant, pour comparer les deux approches utilisées, l'étude de Stantec repose vraiment sur un outil de modélisation sophistiqué qui permet de modéliser la trajectoire du pétrole et les temps de déplacement dans un environnement complexe comme le réseau hydrographique autour de Montréal. Et l'outil qui est utilisé, c'est le modèle CIMAP. Les résultats de cet outil-là prennent en considération vraiment les spécificités des cours d'eau du site et également le type de pétrole transporté. La modélisation a été effectuée avec 3 types de pétrole différents, des conditions différentes. Et ce que ça fait vraiment, ça inclut les questions d'altération du pétrole et du comportement du pétrole dans l'environnement. Ce qui nous donne des conclusions diamétralement opposées avec des temps d'arrivée pour la première prise d'eau qui varient entre 10 heures et 40 heures. Je vous remercie, M. le Président. Je pensais que vous alliez quand même faire allusion à la question de Madame. Si vous voulez, je peux répondre maintenant. J'aimerais répondre, oui. Alors, écoutez, c'est sûr que TransCanada a à cœur la protection des cours d'eau et des sources d'eau potable. Le risque zéro n'existe pas. On parlait des 860 cours d'eau qui sont présentement traversés par les voies ferrées et les routes. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec les techniques qu'on utilise, par exemple le forage directionnel horizontal, à une quinzaine de mètres sous le lit des rivières importantes lorsque c'est possible, la traversée du fleuve 50 à 100 mètres sous le lit du fleuve, les mesures d'atténuation qui sont prises. Donc, ce sont toutes des choses qui viennent réduire les risques. Et évidemment, toute la préparation des plans d'urgence et l'arrimage avec celui des municipalités sont tous des éléments qui sont très importants et qui doivent être pris en compte dans la conception et l'exploitation de la conduite. Pour essayer d'avoir une réponse un peu plus complète pour Madame, qui fait référence explicitement au... Oui. Ah, d'accord. Pour revenir un peu à la question de Madame, merci Madame Grandbois, et revenir à sa préoccupation en termes de bassin versant et éventuellement que tout se retrouve dans le fleuve. Vous avez, dans le cadre de votre étude, identifié un certain nombre de récepteurs très sensibles. Vous avez, parmi ces récepteurs très sensibles, identifié les prises d'eau comme étant un récepteur très sensible. Par contre, vous avez exclu 2 aspects qui peuvent soulever un certain nombre d'interrogations. 1, vous avez exclu les bassins versants, y compris ceux qui approvisionnent l'eau de puits municipal. Et 2, vous avez exclu les têtes de puits qui desservent des résidences ou un petit nombre de personnes, c'est-à-dire moins de 15 résidences. Comment vous pouvez justifier cette exclusion de ces 2 paramètres-là en termes de récepteurs très sensibles? Et puis ça répondra en partie à la question de Madame. Monsieur le Président, je vais demander à M. Veilleux de répondre. J'aimerais juste apporter une précision. Ce n'est pas tous les bassins versants qui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent. On n'en apporte pas autant. Tout est important en termes de déversement, peu importe où il se situe ou vers où il va. Mais il y a une partie du projet qui se déverse dans le fleuve Saint-Jean lorsqu'on est rendu sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, je dirais, le dernier tiers, à peu près 2 tiers, se déverse du côté sud. Et l'autre partie se déverse vers le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est une précision que j'aimerais apporter. Ce n'est pas tout qui s'en va vers le fleuve Saint-Laurent. N'en demeure pas moins que, bon, peu importe où ça se déverse, là, il faut que ça soit contenu correctement. La question des bassins versants, c'est sûr que l'ensemble du Québec est formé de divers bassins versants.
À mon avis, ce qu'il faut regarder plutôt, c'est de vraiment voir où ils sont les prises d'eau, comme vous l'avez mentionné, les prises d'eau de surface, les puits municipaux aussi où ils sont localisés, dont on a fait le recensement aussi. Donc, souvenez-vous, à un moment donné aussi, il y a eu une collecte d'informations importante, puis on va y revenir lorsque ce sera la question d'identification des RTS la semaine prochaine. Les puits municipaux ont été colligés. L'ensemble d'informations qui étaient disponibles nous a été transmises. De même que les puits de 20 personnes et plus ont été colligés également. Donc, tout ça a été pris, ça fait partie des récepteurs sensibles. L'exemple qui vous est montré aujourd'hui concerne plutôt les prises d'eau de surface de grandes populations. J'aimerais quand même que vous répondiez à ma question plus spécifiquement. Pourquoi vous n'avez pas tenu compte, vous n'avez pas considéré les bassins versants qui approvisionnent les prises d'eau municipales comme étant des récepteurs très sensibles? Et pourquoi les têtes de puits qui desservent des résidences en petit nombre, ce que vous considérez moins que 15 résidences, n'ont pas été considérés des récepteurs très sensibles? Bien, les puits communautaires, appelons-les comme ça, là, qui desservent un certain nombre de personnes, mettons 20 personnes et plus, ils font partie des récepteurs sensibles. Je ne parle pas des puits communautaires. Je parle des bassins versants qui approvisionnent des puits, des prises d'eau municipales. Oui, mais écoutez, je vais vous donner les bassins versants, là, il y en a partout à travers le Québec. Ce qu'il faut plutôt tenir compte, c'est qu'est-ce qu'on retrouve exactement de plus de sensible dans ce même bassin versant-là. TransCanada fait l'exercice à tous les 10 et 20 mètres sur sa conduite et simule des déversements. Et pour chaque endroit, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a de plus sensible dans chacun de ces bassins versants-là. Donc, c'est plutôt de même que je crois qu'il faut faire l'approche au niveau de l'identification des récepteurs sensibles. Parce que, comme je vous dis, il y a des mini-bassins versants qui se déversent dans un autre, etc. Vous avez considéré, par exemple, que les puits qui approvisionnent 25 personnes sur une base minimale de 6 mois, c'est un récepteur très sensible. 15 personnes, ce n'est pas un récepteur très sensible. Sur quoi vous vous êtes basé? C'est une approche rigoureuse? Vraiment, je me questionne vraiment là-dessus. Mais je pense que lorsqu'il est question là, de bassins versants, pas de bassins versants, mais d'approvisionnement en eau potable, tout est important. Même le puits privé, juste pour compléter, c'est que en ce qui concerne les puits privés, il y a un programme en plus qui va être mis en place où on va localiser l'ensemble des puits privés par résidence dans une bande de 200 mètres de part et d'autre de l'emprise. Et à ces endroits-là, il va y avoir un essai de pompage qui va être fait pour vérifier la quantité d'eau. Il va y avoir un échantillonnage d'eau qui va être pris pour vérifier la qualité de l'eau. Et toutes ces informations-là, dans cette bande de 200 mètres de part et d'autre de l'emprise, vont être données aux propriétaires avant même que les travaux débutent. L'exercice aussi, quand on dit il faut avoir une certaine priorité, je dirais, dans les RTS. Et lorsqu'on parle, par exemple, des prises d'eau municipales qui alimentent des milliers de personnes et plus, et il y a une certaine gradation, je dirais. Mais tout est important dans le cadre de la définition du projet. Mais il faut y aller un peu par gradation, comme j'explique. Une prise d'eau qui alimente tous les citoyens de l'île de Montréal, par exemple, comparée à une prise d'eau qui alimente une vingtaine de citoyens. Pas parce qu'ils sont moins importants, mais ils sont considérés également. Madame, j'aurais énormément de questions, mais étant donné qu'il y a plusieurs personnes inscrites, je reviens, Michel. Étant donné qu'il y a plusieurs personnes inscrites et que mon collègue veut prendre la parole, je vais me limiter à ça. Monsieur Germain. Monsieur Veilleux, si j'ai bien compris votre explication, pour ce qui est des prises municipales de surface, qui sont dans n'importe quelle rivière, mais en aval du pipeline, vous les avez considérées. Donc, c'est des prises municipales, donc on sait que ça peut être plusieurs centaines de personnes qui sont approvisionnées par la prise d'eau. Si j'ai compris votre explication, toutes ces prises d'eau-là ont été considérées. C'est exact. Et on n'a pas fait, quand on a fait notre demande d'information, on ne s'est pas limité à obtenir l'information sur les prises d'eau juste en aval du pipeline. On les a tous obtenues sur la base de ce que les gens ont bien voulu nous transmettre. Donc, on a l'ensemble du portrait et je vous dirais qu'à peu près 80-85% qu'on a eu de réponses. Mais on ne s'est pas limité à l'aval du pipeline. On a l'ensemble d'informations. On comprend que 50 km en amont du cours d'eau, normalement, ça ne monte pas la rivière. Mais pour ça, je ciblais toutes les prises d'eau municipales. Donc, à moins que la municipalité ne vous ait pas encore répondu, je comprends ça, mais elles sont toutes considérées jusqu'à maintenant. Là. Tout à fait. C'est ça, OK, merci.
Alors, juste une petite remarque. Est-ce que c'est possible de transmettre cette question-là à l'Office national de l'énergie, puisque je n'ai pas eu de réponse vraiment à ma question? Nous allons la prendre en note et juger si ça vaut la peine de l'envoyer à Parfait. l'Office. Merci, Merci. Madame.